Alors l'économie symbiotique, c'est le potentiel d'une économie régénérative très puissante. C'est quoi une économie régénérative? Une économie régénérative, c'est parce qu'elle produit, elle va régénérer les écosystèmes vivants, donc les sols, les forêts, les zones humides, recréer des paysages, recréer de la biodiversité, régénérer les écosystèmes sociaux, donc le lien social, une vie prospère, d'abondance, là où on vit, dans les quartiers, dans les villages, dans les villes. Et régénérer les écosystèmes économiques aussi, c'est-à-dire ceux avec qui tu produis et avec qui tu fais des affaires. Donc tes fournisseurs, tes clients, les pouvoirs publics qui permettent d'amener une certaine infrastructure pour pouvoir développer les entreprises. Donc, l'économie symbiotique, elle est basée sur une théorie, la théorie symbiotique, qui identifie les principes de fonctionnement de toutes ces logiques régénératives et qui identifie leurs lois de puissance. Comment ça peut devenir très très puissant. Et donc en gros, l'économie symbiotique, c'est une économie régénérative vraiment très puissante dans sa régénération. Et on observe aussi, quand on a ces principes, très puissants dans sa rentabilité et dans sa productivité. On n'est pas loin de retour à la campagne et faire de la permaculture, puisque la permaculture en fait partie. Et puis la permaculture, c'est une philosophie. C'est pas seulement des pratiques agricoles, c'est aussi la philosophie, par exemple, de la ville. Par contre, la permaculture n'adresse pas très bien les problèmes de l'industrie. Alors qu'en effet, on peut avoir des biens d'équipement qui sont dans une logique régénérative, en fait. De la même façon, parce qu'ils sont utilisés dans un écosystème de consommateurs, d'usagers, en fait, ça va faire circuler des pièces et vont toujours pouvoir régénérer soit les machines existantes, soit les nouvelles générations de machines. C'est une autre logique économique. Tu fonctionnes en écosystème. Et là, ton smartphone, tu arrêtes de le laisser dans ton tiroir quand il est hors d'usage ou de le mettre à la déchetterie. En fait, tu vas réutiliser les composants. Ça va retourner vers le fabricant qui va les réutiliser, qui va les assembler même sur des écosystèmes très locaux. Parce que finalement, on a assez de consommateurs, par exemple, de smartphones pour pouvoir avoir des usines d'assemblage des smartphones, de reconditionnement des pièces, de réutilisation des pièces localement. Donc en fait, on va avoir une industrie aussi qui va pouvoir se redéployer localement. Et voilà, donc en ça, c'est pas que de la permaculture, mais c'est aussi de la permaculture. Et alors, c'est surtout pas de la décroissance. C'est pas de la décroissance dans le sens où on s'oppose, c'est même pas qu'on fait décroître le système actuel, c'est qu'on le transforme, c'est qu'on est en rupture avec lui, qu'on va créer autre chose. Et donc, on va passer d'une croissance dégénérative, qui est celui de l'économie extractive dans laquelle on est, où on est obligé d'aller puiser sur la planète, d'aller puiser sur la qualité de vie sociale, la qualité de vie humaine, toujours moins de salaire, toujours moins de sécurité, etc., où on doit se battre pour nos droits sociaux. Eh bien, en fait, on va au contraire être dans une économie aussi à ce niveau-là de rupture, puisque, en fait, son moteur, c'est la coopération. Donc, et tu ne coopères qu'avec des gens qui te ressemblent, en fait. Tu vas vers l'équité, tu vas redistribuer mieux la valeur, parce que sinon la coopération tombe. Si on échange l'un avec l'autre, et puis que c'est toujours moi qui gagne, il y a un moment donné, tu auras envie d'arrêter de jouer avec moi. En fait, c'est inclusif et bienveillant par nécessité. C'est-à-dire que quand tu dois coopérer avec des gens, quand tu dois faire sortir l'expertise de gens très différents pour que ta boîte fonctionne mieux, pour que ton territoire fonctionne mieux, ben, tu es obligé d'avoir de la bienveillance. Mais c'est comme avec un enfant. Un enfant, il se développe mieux, il exploite mieux tout, il exprime mieux tous ses potentiels s'il est dans un climat de bienveillance que dans un climat de violence et de jugement, où t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. C'est humain. Donc en fait, en effet, dans des mécanismes de coopération, eh bien la bienveillance est vraiment le meilleur carburant pour que chacun exprime son potentiel et que chacun puisse exprimer aussi ses difficultés, parce que tout n'est pas toujours rose. Donc quand tu travailles, quand tu mets en commun dans une équipe, etc., pour produire quelque chose ensemble, tu as besoin de bienveillance pour pouvoir exprimer les difficultés et corriger tout de suite.
Est-ce que c'est le pouvoir féminin? Alors moi, ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup en ce moment. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit féminin. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir ce qu'est le féminin quand tout ce qui a été, en tout cas des femmes, est écrasé depuis des millénaires, quoi. On n'a pas vraiment de point de comparaison. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que c'est les valeurs que le patriarcat et des sociétés très extractives et dominatrices a mises comme secondes. Donc comme les femmes étaient aussi secondes, je pense qu'on appelle ça des valeurs féminines. Mais est-ce que c'est du féminin? J'en sais rien. On l'a tous en nous. Oui, mais c'est comme le yin et le yang. C'est comme le yin et le yang, oui. Oui, c'est comme le yin et le yang. Ça me plaît plus, tu vois, que féminin, masculin, où finalement ça nous réassigne à des rôles, alors que les pouvoirs de conquête, enfin le désir de conquête, le désir de domination, comme le désir de bienveillance, le désir d'amour, de coopération, on a les deux en fait en nous. Et après, c'est savoir ce qu'on choisit. C'est ce qu'on choisit et surtout le système dans lequel on est, qu'est-ce qu'il nourrit. Quand tu es dans un système qui est fondé sur la compétition et la domination, ça va nourrir les valeurs de compétition et de domination. Quand tu es dans un système qui est productif parce que, au contraire, tu as de la coopération, eh bien, et du lien au vivant, eh bien, ça va nourrir les valeurs exactement inverses de notre système actuel. C'est-à-dire de lien au vivant, de reconnaissance de sa propre nature vivante et de l'intelligence du vivant autour de nous, et la bienveillance pour installer des relations de coopération. Et des relations aussi où l'être en face de toi va pouvoir exprimer tout son potentiel dans sa liberté. Par contre, ce que la théorie symbiotique installe, c'est un cadre. Un cadre qui dit, voilà, il faut, pour pouvoir avoir cette régénération, il faut respecter ces principes-là. Donc avec un ensemble de principes très simples, tu te retrouves dans un cadre où tu sais que là, si tu les respectes, tu vas avoir de la régénération. Et dans ce cadre, tu peux réexprimer ta créativité librement. Les piliers, c'est la diversité. Tu as besoin de diversité. Pourquoi? Parce que la diversité est source d'autonomie, qui n'est pas autarcie, de l'autonomie. On comprend très bien si on regarde un champ. Un champ, si tu mets que des plants de maïs, ils vont avoir tous les mêmes besoins, ils vont avoir tous les mêmes rejets. Donc tu vas être obligé d'apporter la nourriture de l'extérieur puisque aucun des plants va pouvoir se nourrir l'un l'autre. C'est tous les mêmes. En permaculture, en agroécologie, tu vas mettre des plantes complémentaires qui vont se nourrir les unes les autres. Donc au fur et à mesure, cette diversité va t'apporter de l'autonomie. On a la même chose dans une ville. Si tu as une ville qui repose sur une seule industrie, dès qu'il y a une crise de cette industrie, elle tombe. C'est Détroit, c'est Chicago, c'est Roubaix, c'est toutes ces villes mono-industrielles. Si tu as une diversité d'activités, eh bien en fait, déjà tu vas pouvoir faire commerce tu vas pouvoir être plus résilient. Mais en plus, tu vas pouvoir faire commerce les uns avec les autres. Donc 1 euro que tu dépenses ici, par exemple chez ton boulanger, si à côté, pas loin, il a les meuneries, les minoteries on dit, qui font de la farine, du blé des agriculteurs locaux, l'argent va aller à la minoterie et aux agriculteurs. Si cette minoterie, elle est à 500 km, ton argent va partir à 500 km, il ne va pas nourrir ton territoire. Donc en fait, plus tu as une diversité d'activités sur ton territoire, plus l'argent circule et en fait, plus tu crées de la prospérité et de l'abondance et de moins en moins tu as besoin d'investissement extérieur. Comme ton champ de maïs par rapport à un champ permacole ou d'agroécologie. Donc diversité. Ensuite, il faut que ces ressources, elles soient accessibles à tous. Un peu comme une route. Une route, tu peux aller rencontrer un tel, aller faire tes courses, rencontrer ton ami, sans demander l'autorisation à personne. T'as la route qui est accessible. Imagine que les routes ne soient pas accessibles à tous, ou qu'il n'y ait pas de route. Tu as une chute de la productivité, tu as une chute de l'activité. Mais là, c'est la même chose. Il faut que toutes les données, toutes les ressources soient accessibles en fait aux acteurs. Il faut que les ressources de chacun en fait soient accessibles.
pas forcément librement accessible, tout n'est pas donné, etc. Mais que tu puisses y avoir accès. Si tu as un boulanger à côté de chez toi, mais que tu n'as pas accès à ton boulanger, tu ne peux pas y aller. C'est la même chose. Vraiment, on a besoin d'accès aux données, d'accès aux ressources, et librement, sans intermédiaire. C'est ce qu'on appelle les réseaux, les économies de réseau. Ça paraît évident quand je prends un exemple de route, parce qu'on connaît tous ça. Mais en fait, notre économie ne fonctionne pas du tout comme ça. Elle ne fonctionne pas du tout en réseau. Elle fonctionne avec des systèmes tracés où tu as un distributeur qui a décidé qu'il irait chez ce fournisseur et ensuite il te donne le droit d'acheter de ses fournisseurs qu'il a choisis, etc. On est dans des systèmes très linéaires, en fait. On n'est pas du tout dans des systèmes en réseau. Mais il faut faire des routes partout. Voilà. Ça se dynamise de soi-même, ça croît et ça innove de soi-même à partir du moment où on est en réseau. Et en réseau avec une coopération directe. C'est-à-dire que tu peux aller voir directement ton producteur. Tu peux investir directement dans cette savonnerie qui va te faire des savons que tu trouves géniaux et tu as envie qu'elle se crée. Tu vas pouvoir investir directement dans cet agriculteur qui a envie de changer ses pratiques. Tu vas pouvoir investir directement dans cette entreprise de smartphone qui fait ce que je disais tout à l'heure, qui fait du réassemblage et du smartphone équitable. Voilà, une relation directe où tu vas pouvoir acheter déjà aux fabricants directement, ou louer l'usage, en fait, on est dans une économie vraiment purement symbiotique, ou même investir. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que les rôles changent. Dans notre économie actuelle, tu es assigné comme un consommateur. Voilà. Et toi, tu dois consommer. On ne te demande pas de produire, on ne te demande pas d'investir, on te demande de consommer. Alors que dans cette économie-là, et on le voit par les exemples de crowdfunding, etc., ce que je raconte là, c'est des choses qu'aujourd'hui se passent tous les jours. Eh bien, ton rôle change. Tu peut être à la fois accompagner la production, finalement, de ce que tu consommes, parce que tu décides d'investir. Tu fais, par exemple, une coopérative d'énergie citoyenne. Et on se rend compte que les éoliennes, par exemple, lorsqu'elles sont co-investies avec les habitants, eh bien, les gens aiment leurs éoliennes. Quand ils ne reçoivent que les éoliennes plantées dans leur paysage sans en avoir la valeur, évidemment qu'ils n'aiment pas leurs éoliennes. Donc, quand tu proposes aux consommateurs d'être aussi investisseurs, ça change la donne. Et puis tu n'as pas seulement ton bien d'équipement ou ta nourriture, tu as aussi les revenus. Puis tu participes à une économie que tu aimes, ça a du sens. Mais tu peux aussi être cofabricant. Par exemple, lorsque on se rend compte que lorsque lorsque tu es en relation directe avec ton consommateur, il va te dire ce qui ne va pas. Il va te dire, oh, votre machine, là, franchement, il y a un bouton, c'est insupportable, il marche une fois sur deux. Et du coup, en fait, tu vas augmenter l'innovation, tu vas avoir un retour sur expérience beaucoup plus rapide. Et les entreprises qui font ça deviennent tout de suite beaucoup plus innovantes. Mais ça veut dire, ça c'est ce qui est compliqué, par contre, qui est une vraie rupture culturelle, c'est que ça veut dire que tu dois accepter de ne plus posséder tes objets. Si on veut, il y a plusieurs choses. Si on veut, on est quand même face à une crise écologique qui se double d'une crise économique et sociale terrible. Et d'une crise politique, puisque en fait, on n'a plus de sens. Donc on a plusieurs choses. Un, on doit absolument réinstaller des écosystèmes vivants partout, dans les villes, des villes fertiles, des villes qui, au lieu de mettre des égouts pour récupérer les eaux de pluie, elles mettent des jardins de pluie. Et elles te microclimatisent la ville et elles te paysagent la ville. C'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples sur ce que c'est faire le vivant. Et puis, sur les biens d'équipement, il faut qu'on arrête d'aller extraire la matière dans des mines qui sont une catastrophe écologique et une catastrophe sociale dans les pays où elles sont implantées. Il faut que, en fait, on accepte de ne plus posséder nos équipements pour que justement les composants qui les constituent puissent retourner aux fabricants et être réutilisés. Et là, dans ces cas-là, on a le même service pour 15-16 fois moins de matière. Et pour les objets comme la voiture, qui sont très peu utilisés, une voiture reste 93% de son temps de vie de voiture immobile. Donc non seulement ça nous encombre les rues, non seulement ça nous permet pas justement d'avoir plus de place pour mettre ces jardins de pluie, pour mettre ces jardins filtrants, d'épuration, pour mettre même de remettre de l'agriculture dans la ville.
eh bien, donc ça nous prend beaucoup de place, mais en plus, on pourrait les mutualiser. Et là, dans ces cas-là, pour la même quantité de matière, tu as parfois 40, 60 fois plus de services. Et ça, c'est si on accepte de ne pas posséder nos équipements. Mais tu en as toujours l'usage. Moi, mon smartphone, je ne le possède pas. Mais il est bien dans ma poche. Oui, de la mise en commun, mais qui est où tu deviens co-investisseur, en fait. C'est ton entreprise. C'est pas de la mise en commun. Oui, tu as du commun, du commun. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que tu as du commun social, hein, qui est, allez, on va faire un jardin partagé dans notre quartier. Par exemple, à Bruxelles, la ville avait demandé ce que les habitants voulaient. En fait, qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient qu'on aménage quoi, plutôt des panneaux solaires d'un point de vue écologique. Plutôt ceci, plutôt cela. En fait, la réponse majoritaire, ça a été des jardins partagés, du lien social. Donc là, en effet, tu vas mettre en commun. Tu vas mettre en commun pour du vivre ensemble. Pas tant pour te nourrir, même si c'est sympa, que de pouvoir... que tes enfants soient de nouveau en contact avec la terre, toi aussi, mais toi aussi avec tes voisins, que tu puisses de nouveau avoir des endroits où ombrager ou pique-niquer, et manger l'été, et se retrouver, faire des apéros. Donc ça, on va mettre en commun comme ça. On va mettre aussi en commun économiquement, où je te dis, tu deviens co-investisseur de ton entreprise, co-investisseur de tes équipements énergétiques, mais demain, co-investisseur de ta voiture, co-investisseur de ton électroménager, co-investisseur de ton téléphone, et donc de tes emplois. Ça revient à la convivialité, mais dans un système qui est économisé, c'est-à-dire économisé dans le sens qui fait aussi économie. C'est-à-dire que c'est ça qui amène l'argent, en fait, quelque part. J'ai travaillé, par exemple, avec des tribus indigènes sur la question de l'argent. En fait, le troc n'est pas du tout un préalable. Le troc n'est pas l'ancêtre de la monnaie. L'ancêtre de la monnaie, donc le troc apparaît quand il n'y a pas assez de monnaie. Donc voilà, l'ancêtre de la monnaie, c'est le tribut. C'est comme dans une famille, tu n'as pas de relation monétaire, mais tu vas amener ce que tu sais faire. Bon, ben dans les tribus, c'est ça, avant qu'il y ait la monnaie. Et tu t'aperçois en fait que tu dois avoir loué des liens de confiance énormes pour avoir ta place. Donc c'est très très difficile. Donc ça, ces liens de confiance, ils sont naturels quand tu es chez toi, quand tu es dans ta famille, quand tu es dans ta tribu. Mais c'est très difficile de quitter ta tribu si tu t'y sens pas bien, etc. Donc le système monétaire, ce qui permet, c'est d'être libre à ce niveau-là. Donc une économie monétarisée est quand même quelque chose de extrêmement bien parce qu'elle permet à chaque individu, en fait, de pouvoir être libre s'il ne se sent pas bien dans sa communauté. Par contre, le problème, c'est d'avoir trop capitalisé, en fait, l'argent. C'est d'avoir fait d'une monnaie d'échange une monnaie à thésauriser, à garder, et donc à capitaliser. Or, les monnaies ne sont pas forcément uniquement des monnaies thésaurisables. On peut avoir que des monnaies d'échange. Donc, il y a un problème sur le système monétaire, ça oui. Mais il n'y a pas de problème. On doit accepter de faire économie. On doit de nouveau aimer l'économie. Et on doit aussi aller vers cette économie d'abondance, qui est vraiment une économie d'abondance, vers le haut, pas vers le bas, en se disant qu'est-ce qu'on décroît, quoi, parce que comment faire le moins de mal possible. Non, on doit vraiment se dire comment je peux régénérer le plus possible mon quartier, mes paysages, comment je peux le plus possible me faire du bien, en fait, en tant qu'être vivant et être social. Mais on en a plein, en fait. Quand tu regardes, par exemple, il y a un exemple que j'adore, mais ce n'est pas le seul en France, c'est Montsartou. Montsartou a fait une régie municipale alimentaire. Donc, ils ont pris des terres de la ville et qu'ils ont confiées à des agriculteurs indépendants ou même salariés. Donc, tu peux vivre dans ta ville et puis, en fait, tu es agriculteur. D'accord, ton voisin peut être ton agriculteur. Et ce faisant, ils ont marché de circuit court, comme on disait tout à l'heure. En fait, ils ont alimenté, ils se sont servis de leurs cantines, que ce soit des cantines scolaires, mais aussi des cantines des EHPAD ou des cantines d'entreprise, comme levier de marché pour pouvoir écouler la production. Il y a d'autres endroits où, quand on fait ça, en fait, le problème, c'est que les cantines scolaires, elles sont fermées l'été. Et que les champs, ils produisent le plus des tomates, des haricots verts, etc., l'été. Et donc, en fait, ils ont fait des légumeries.
et des conserveries. Et du coup, pour pouvoir... donc du coup, ils ont fait de nouveau d'autres emplois. Et puis du coup, tu as des spécialités locales qui se créent parce que tu les cuisines, etc. Et ça enrichit en fait la chose. La contrainte devient une opportunité. Et au final, les cantines sont pas plus chères, voire même moins chères que des cantines traditionnelles. La nourriture est fraîche, la nourriture est cuisinée aussi localement. Les habitants ont des paniers de production locale, ça ne nourrit pas que la cantine, ça crée des emplois et ça crée une logique qui fait que on va faire la même chose ensuite sur l'eau et puis sur Internet. Et puis, par exemple, il y a une ville que j'aime beaucoup en Bourgogne, Joigny. Eh bien, ils ont Scani, qui est le seul exemple en France d'ailleurs d'un Internet local. Ils sont fournisseurs d'accès Internet. Et ce qui fait qu'ils ont du haut débit en pleine campagne. Et ça a été fait en coopération avec la ville, qui a donné des aides, des moyens, des locaux, et puis des habitants, dont certains super bons, en fait super bons dans le numérique, mais comme il y en a partout, et qui ont créé en fait des serveurs pour être fournisseurs d'accès Internet localement. Et ce qui fait que tu n'as pas les problèmes liés aux opérateurs en te disant mais on n'a pas de débit, machin. Non, ils le font localement, ils co-investissent ensemble, soit par le temps, soit par l'argent. Et ils sont fournisseurs d'accès. Sur des biens d'équipement, je pense à... je vais faire la promotion pour le téléphone que j'utilise, c'est chez Command. Hein. Aujourd'hui, on n'est que, je crois, 900 téléphones. Et on paye 30 € par mois, ce qui est beaucoup, mais bon, c'est par rapport à des smartphones comme des iPhones, etc., qui atteignent des prix, c'est pas si élevé. Mais si on était beaucoup plus, ça reviendrait beaucoup moins cher. Et parce qu'on n'a pas encore les économies d'échelle. Mais Command, par exemple, c'est un Fairphone, donc produit équitablement, avec le maximum de métaux aussi qui est réutilisé, qui ne vient pas des mines, qui est assemblé aussi éthiquement, où les composants peuvent se séparer et que moi je peux retourner à Command s'il y a un problème. Et c'est vachement bien parce que Fairphone, par exemple, qui est quand même une petite marque chez les smartphones, a pas tous les millions d'investissements pour son innovation que ont les Apple, les Nokia, il faudrait normalement que je cite 3 marques. Mais, et du coup, en fait, le fait d'être accompagné, tu vois, que ce soit eux qui gèrent ça, puisque c'est une marque en pleine innovation, c'est beaucoup mieux que si moi je l'avais acheté et que je me retrouve toute seule avec mes problèmes sur mon smartphone, si j'en ai. Voilà. Et ça, c'est génial parce que je te dis, mes composants ne vont jamais aller à la déchetterie. Avant d'aller à la déchetterie, ils vont en faire des smartphones, etc. On va garder l'intelligence de la matière. Et du coup, en fait, on va consommer beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de métaux par rapport au service rendu. C'est ça que montre la théorie symbiotique. C'est qu'en fait, elle est globale, elle est complète. Et elle montre en fait qu'un tas de logiques qu'on connaît indépendamment, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, la permaculture, l'open source, en fait, c'est la même économie. Et qu'on en a tous sur tous nos territoires. Et que lorsqu'on les assemble, là, tu rentres en synergie. Chacune, en fait, a des faiblesses, mais qui sont compensées par les forces des autres. Un peu comme des Legos, ça s'assemble, tu vois. T'as des crans, en fait, ou comme des rouages d'une horloge. Les faiblesses des unes sont les trous, en fait, permettant aux forces des autres de venir s'assembler. Une économie sociale et solidaire fonctionne beaucoup mieux avec des méthodes d'intelligence collective et de gouvernance coopérative, parce que c'est la même structure. Et donc, tout ce qui est ces nouvelles méthodes de gouvernance collaborative, d'intelligence collective, elles viennent au secours de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis très longtemps, mais qui avait tendance à se pyramidaliser. Et par contre, l'économie sociale et solidaire, elle amène les structures juridiques de redistribution de la valeur qu'aujourd'hui l'open source seul ne sait pas faire, par exemple. Ce qui fait qu'il peut se faire piquer toute sa valeur. Ce qui est important pour accélérer, c'est de prendre conscience de ça. De prendre conscience que, en fait, des acteurs régénérateurs, on en a partout. Et on a un vrai besoin de reliance. Donc, les pouvoirs publics ont
quand s'ils se voient comme des acteurs économiques de leur territoire, ils ont un pouvoir d'animation très fort. Il faut aussi que les investisseurs les voient et qu'on puisse attirer les investissements vers ces régénérateurs. Donc ça, c'est indispensable. Nous, les régénérateurs, on doit comprendre qu'on fait économie ensemble. Parce que si on y va chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. D'une part parce que on sera rattrapé par d'autres problèmes. On n'exprimera pas toute notre puissance. Et d'autre part parce que le changement de culture est énorme à faire. On a besoin de se rassembler pour justement donner confiance aux investisseurs. Donc on a besoin de faire masse en fait aujourd'hui. On est très nombreux. Chaque secteur séparément semble tout petit. En fait, ensemble, on est extrêmement nombreux. Donc on a besoin de rassurer, on a besoin de faire masse pour ça. Et on a besoin ensuite, pour accélérer, donc de montrer notre performance justement. C'est pour ça que avec Philippe Durance au CNAM, on essaye de monter cette chaire partenariale pour pouvoir montrer les indicateurs de cette performance et de permettre en fait à chaque régénérateur d'être concurrentiel face à son maire, face à son banquier, face aux investisseurs, pour dire mais oui, moi aussi je sais produire. C'est pas une économie des petites fleurs, des petits oiseaux, c'est pas un pansement, c'est pas une économie de pansement, c'est une vraie économie. Donc et de leur donner les chiffres. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait qu'on veut monter cette chaire avec Philippe Durance. Et d'autre part, hein, c'est de pouvoir permettre justement de donner les recettes en fait, de donner les recettes à un maire. Bon, alors comment j'investis là, comment je réunis mes acteurs, c'est quoi les structures juridiques, comment vous faites, c'est-à-dire de faire du retour d'expérience et de communiquer, de changer la culture. On n'intervient pas en fait sur une planète inerte. Tous nos ingénieurs, et je sais je suis ingénieur et pourtant ingénieur agronome, tous nos hautes écoles de commerce, de sciences politiques, de business school, de tous, on apprend comme si on agissait dans un monde inerte. Eh bien non, les écosystèmes ne sont pas des meubles posés sur la planète, c'est pas des choses à laquelle on est insensible. En fait, c'est une planète vivante et on est très très sensible au vivant. Le vivant nous apaise, le vivant nous met en meilleure santé, le vivant nous fait mieux travailler. Ça, par exemple, ça te semble évident que tu travailles mieux avec vue sur un parc ou même vue sur un arbre que vue sur un mur en béton, que tu te sens mieux. Ça te semble évident. Eh bien pourtant, en fait, il a fallu attendre 2010, 2015 même pour qu'on commence à avoir vraiment beaucoup d'études là-dessus et que les gens le prennent en compte et qu'on commence à réfléchir par exemple à un hôpital autrement que comme un cube en béton donnant sur d'autres cubes en béton. On ne peut pas savoir en fait ce que va être le futur là. On est vraiment à une ligne de crête et d'ailleurs chaque choix compte aujourd'hui. Sur les lignes de crête comme ça, toute action a encore plus d'ampleur dans un sens ou dans un autre. Donc on a un moment de grande responsabilité. Moi, le futur que je voudrais en tout cas, c'est un futur où on comprend qu'on a les moyens d'agir et où on arrête de penser que le changement va venir que du haut pour sortir des réglementations qui mettraient tout en ordre en bas. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Au contraire, le changement, il peut venir de la base, en fait, de nos quartiers, de nos entreprises, de nos territoires, qui font là où elles sont et qui vont inspirer le voisin, lui donner les clés. Et là, ce changement-là, il peut être très rapide parce qu'on a toutes les bases sur les territoires. Il faut mettre en synergie, il faut faire, donner à voir les choses parce que c'est une autre logique. Montrer qu'on peut épurer des eaux usées en ayant des martins pêcheurs et du bambou pour fabriquer tes bols et puis une aire de pique-nique. Comment tu fais ça? Comment tu fais une station d'épuration comme ça? Tu changes de logique. Tu fais des jardins filtrants au lieu des stations d'épuration bétonnées, machin, bidule. Et en plus, ça te coûte moins cher, c'est plus efficace. Ah bon? Ben oui, c'est un truc qu'on n'avait pas vu. C'était hors de notre scope. Donc changer de la culture et faire ça. Donc il faut faire parce que sinon on ne le voit pas. Ensuite, il faut montrer. Il faut faire culture, il faut irriguer notre culture.
tout ce que tu fais là, de faire des interviews, de faire parler les acteurs, c'est extrêmement important. Maintenant, on doit donner les images, on doit montrer, on doit montrer la beauté en fait de ce qu'on propose et la puissance de ce qu'on propose. Parce que d'habitude, on n'associe pas beauté et puissance, comme on n'associe pas efficacité et bienveillance. Et bien, c'est pour ça qu'il faut absolument montrer. Un discours, c'est très dur. Quand tu écris, quand tu parles, c'est toujours linéaire en fait. Et comme c'est un système, tu es obligé enfin, c'est très long à expliquer, c'est l'enfer. Une image, tu vois tout de suite, tu comprends tout de suite. Donc il faut montrer. Et ensuite, il faut démontrer. Démontrer à tout le monde que oui, c'est pas... on n'est pas dans une économie de hippie, alors ça peut être on peut être hippie, hein, c'est pas le problème. Mais on n'est pas dans une économie En fait, on est dans une économie de hippie, on est dans une économie de bisounours, mais en fait, c'est ultra efficace. Mon futur, c'est ça, c'est de pouvoir créer cette chaire, de participer à cet énorme travail, en effet, en ce moment, pour canaliser la finance vers nous et de créer ces indicateurs. Et de créer ces indicateurs qui montrent qu'on peut être rentable en régénérant écologiquement, économiquement et socialement. Mais aussi, c'est une chaire ancrée au terrain, c'est-à-dire d'accompagner les acteurs. Parce que, d'abord, tout le monde se dit en transition. Transition vers où ? Vers où ? Très peu de monde est capable de dire « Ah ouais, transition vers moins d'impact ». Non, c'est plus suffisant. Transition vers des territoires régénératifs, vers des entreprises régénératives, vers des villes régénératives. Régénératif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu régénères tes ressources. Ça ne veut pas dire que tu ponctionnes moins. Non, tu régénères. Et deux, donc, accompagner, parce que les acteurs en ont besoin et ils ont besoin, de savoir où ils vont et comment le faire. Chaque fois que j'interviens avec des territoires, ils disent « Ok, mais c'est top, mais maintenant comment ? Et est-ce qu'on va avoir assez de temps ?» Donc en fait, cette chaire, elle est là pour ça aussi, pour documenter le comment, pour faire les retours sur expérience, pour faire un search and do lab. C'est-à-dire que dans cette pièce-là, là où on est, eh bien, tu vas trouver les acteurs qui ont fait, qui ont expérimenté, et tu vas avoir le retour sur l'expérience. Ce qui fait que l'innovation de l'un va profiter à tous les autres. Et puis, accélérer. Et accélérer, ça, c'est justement pouvoir publier, pour pouvoir démontrer et de permettre aux acteurs d'aller de plus en plus vite. Mon utopie, c'est que demain, on vit dans des villes régénératives et des territoires régénératifs et que on puisse être tellement productif là où on est, qu'on empiète très peu sur le territoire sauvage et de pouvoir là où je vis, pouvoir revoir des biches, des cerfs, des bisons qui traverseraient l'Europe. Ça, ce serait une vraie utopie, oui. C'est-à-dire que ce que ça laisse entrevoir, cette économie, c'est qu'elle est tellement productive, en même temps tellement régénérative, qu'elle te permet en fait d'être bien là où tu vis, parce que tu peux être en ville et en fait tu es face à des jardins. Alors ils épurent tes eaux, ils infiltrent tes eaux, en fait ils isolent ta maison. Donc c'est des machines en fait, mais qui ont la forme de nénuphars, enfin qui sont des nénuphars, des iris, des joncs, etc. Enfin, c'est un autre univers. Donc, et t'en profites, c'est des jardins. Et c'est tellement productif parce qu'on voit bien les sauts de productivité qui sont minimum 10, hein, c'est 3, 5, 10. Et dès que ça se mutualise, on passe à des facteurs synergiques qui sont vraiment... Les facteurs se multiplient entre eux, donc c'est énorme, donc très très productif, qui te permet d'imaginer qu'en effet, tu puisses redonner la place au sauvage. Et je crois qu'on a besoin du sauvage pour nous régénérer vraiment, complètement. La douceur, mais l'efficacité. La beauté, mais la puissance. Et l'abondance. L'abondance et la coopération.
Lynn Margulis disait « La vie n'a pas conquis le globe par la compétition, mais par la mise en réseau. » Donc, dans les 6 principes qui sont vraiment ce cadre, qui permettent, de principes simples qui permettent de faire épanouir la créativité humaine, en fait, du moment que tu respectes ces 6 principes, tu sais que tu vas être régénératif, c'est 1, la diversité, pour pouvoir être autonome, 1, de faire des structures en réseau qui te permettent d'accéder directement, de mettre les ressources, en fait, comme dans un réseau routier. La collaboration directe, tu n'as pas d'intermédiaire pour t'adresser aux acteurs. C'est Tim Berners-Lee qui disait, l'inventeur du web, qui disait pour que le web croisse et innove de lui-même, il fallait qu'il soit sans contrôle, c'est-à-dire pas d'intermédiaire en fait, pas de centralisateur. C'est une économie qui cherche l'efficience, qui n'est pas l'efficacité. L'efficacité, c'est d'arriver à ton but, quels que soient les moyens que tu mets, mais tu y arrives. Voilà, ça a été efficace, ok, on y est. C'est pas du tout ça, c'est l'efficience. L'efficience, c'est d'avoir le maximum de services par unité de ressources utilisées. Tous les systèmes qui sont régénératifs cherchent à obtenir le maximum de services par unité de surface, par unité d'énergie, par unité de matière, par unité même d'information. Ils cherchent à ce que l'information soit bien distribuée. Ensuite, ça permet de créer des écosystèmes. Donc, les écosystèmes, ils produisent des services qu'aucun individu ou aucun acteur ne sait faire seul. Donc, tu vas utiliser ces services rendus par les écosystèmes. Quand c'est les écosystèmes vivants, c'est la climatisation d'un quartier, par exemple, ou de là où tu es, de l'infiltration des eaux, la régulation des inondations, des sécheresses, l'augmentation de la fertilité des sols, la climatisation aussi sur le vent, ça va réduire le vent, ça va diminuer les bruits. Tu vas utiliser ces services-là, rendus par les écosystèmes vivants. Mais les écosystèmes sociaux, l'intelligence collective, par exemple, les écosystèmes de data, tu vas utiliser ce qu'on appelle le big data. Et tu vas faire ces écosystèmes sociaux de gouvernance aussi, pour pouvoir gérer en fait la redistribution de la valeur. Donc tu vas utiliser les services rendus par tous ces écosystèmes, vivants, techniques, sociaux. Et tu vas rechercher toujours l'inclusion maximum dans les cycles biogéochimiques et physiologiques de la planète. C'est-à-dire que quand tu utilises des perturbateurs endocriniens, in fine, tu n'es pas durable. Tu peux recycler constamment des polluants importants, tu vois, des métaux lourds, ou des perturbateurs endocriniens ou des mutagènes. Ils resteront toujours mutagènes, ils resteront toujours perturbateurs endocriniens, ils ne seront pas durables. Ça va sélectionner les matières. Et tu vas aussi éviter cette inclusion dans les cycles biogéochimiques de la planète, c'est éviter tout ce qui fait déséquilibre sur les grands cycles de la planète, donc le carbone, donc les énergies fossiles et l'énergie nucléaire qui est mutagène. Ce qui veut dire que la proposition de l'économie symbiotique, c'est de te dire si on fait ça, si on va vers ça, eh bien, on peut penser une économie d'abondance, de prospérité, hors énergie fossile et hors perturbateurs endocriniens. Et en partant juste de l'observation d'existant. Si tu associes ce qui existe déjà, on peut aller vers ça. Diversité, accès équipotence, c'est pour ça que aux ressources, c'est-à-dire tu crées des territoires de flux de valeur et d'intérêt entre les acteurs. Voilà. Diversité, territoire de flux de valeur et d'intérêt entre les acteurs. Collaboration directe, recherche de l'efficience maximale, utilisation des services rendus par les écosystèmes et inclusion dans les cycles biogéochimiques et physiologiques de la planète. C'est ça. Quand tu prends ces principes-là et que tu l'appliques aux ressources et que tu l'appliques au champ de la gouvernance, de la distribution et de la production, eh bien, tu couvres toute l'économie et tu es sûr d'être régénératif.